En Martinique, il y a un quartier dont on m'a beaucoup parlé, parce qu'apparemment il n'y a plus aucun jeune qui y habite. En fait, ils l'auraient tous déserté. Ce quartier, c'est Trenel, il est à Fort-de-France. Alors j'avoue que sur le papier, un quartier avec beaucoup de personnes âgées, ça me paraissait un peu anodin comme situation. Mais je me suis quand même demandé si ça cachait pas quelque chose de plus profond. Alors pour en savoir plus, j'ai décidé d'aller sur place. Ah oui, et je vous embarque avec moi. La première chose que je remarque en arrivant, c'est l'aspect des maisons. En fait, elles ont toutes l'air d'avoir été construites au fur et à mesure avec les matériaux qui étaient disponibles sur le moment. Après, je capte vite qu'il y a des escaliers absolument partout. Bon voilà, je viens d'arriver dans le quartier, donc là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un petit peu pour voir si je peux rencontrer des gens et s'ils peuvent m'expliquer un petit peu plus comment c'est la vie ici. Je fais juste un petit reportage sur le quartier de Trenel. Alors je profite de ce moment pour vous dire que si vous aimez ce genre de reportage de terrain, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que j'en prépare d'autres. Vous habitez ici vous madame ? Je suis née ici, j'ai grandi ici. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? Vous avez quel âge maintenant ? J'ai eu 83 ans le 1er novembre. Et vous habitez avec votre famille ou ? Je suis toute seule. Alors cette dame, elle s'appelle Christiane, et après avoir discuté un petit peu avec elle, elle m'invite dans sa maison. Alors voilà mon petit jardin. Tu peux entrer. Je retire les gants parce que j'avais mis à sécher. Attention, avant de prendre les photos. Voilà, tu peux filmer, hein, ça me dit rien. J'ouvre la porte et voilà. Voilà ma petite maison. C'est joli chez vous, madame. C'est vrai, vous dites ça? C'est très joli. Voilà. Je vous sers. Voilà. Vous pouvez m'expliquer un peu comment c'était votre maison avant ? Une maison en bois de 3 pièces derrière. 3 pièces. Avec les feuilles de tôle. Et là, j'ai bâti toute seule ici. Vous aviez quel âge ? J'étais jeune, hein, j'avais 24 ans, 25 ans quand j'ai commencé. Mais il fallait économiser. Hein. C'était dur, on appelle ça. Dur. Se priver, ne pas aller au cinéma, ne pas aller ceci. Cette maison, c'est l'œuvre de votre vie, en fait. Oui. Ah oui. J'ai jamais voulu qu'un homme ici me commande. Jamais. Alors là, celui-là n'est pas dans le plan. Ah, j'ai bossé, hein. J'ai eu qu'une fille. C'est pour elle. Des histoires comme celle de Christiane, je vais en entendre plein ici. Parce qu'en fait, s'il y a toutes ces maisons à flanc de colline et ces escaliers absolument partout, c'est parce que le quartier, il a été construit entièrement par ses habitants eux-mêmes. En fait, dans les années 1940, il y a eu une énorme crise de l'industrie sucrière en Martinique, qui était à l'époque la principale industrie de l'île. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les campagnes et certaines villes où ils habitaient pour se rapprocher de Fort-de-France et essayer de trouver du travail. Alors ils sont arrivés avec pas grand-chose et ils se sont installés un peu là où ils ont pu, dans des zones en périphérie de la ville qui n'étaient pas encore urbanisées. Et il y a une partie d'entre eux qui s'est installée ici, sur une des collines qui surplombe la ville, et ils ont commencé à défricher eux-mêmes le terrain. Alors faut bien comprendre que s'il y avait personne ici, c'est pas pour rien. Déjà, il y avait de la végétation partout, du coup des serpents, des scolopendres, etc. Mais surtout, tout le terrain, il était en pente. Donc super difficile à aménager. Et quand je demande à Christiane comment ils ont fait pour s'installer ici, elle me répond que c'est parce que tous les habitants du quartier, à l'époque, ils se sont entraidés. Et vous connaissez tous les habitants du quartier ? Si, pas tout, mais quand même tout. Là, je connais. Celle-là a des légumes, celle-là donne à l'autre, l'autre a des fruits, elle donne. Il y avait un échange. Ah oui, on s'entendait. Il n'y avait pas d'histoire, non, je ne peux pas mentir. J'étais petite, hein, mais je voyais. Le matin, c'était la rivière, les gens allaient à la rivière le mercredi, les enfants allaient laver pour aider les parents qui allaient au travail. Ah oui, il n'y a pas eu d'histoire ici avant. Hein. Le quartier, il s'est vite agrandi, mais en fait, comme les gens étaient assez pauvres, les maisons, elles restaient un peu basiques, et surtout, il n'y avait pas d'infrastructure. Les habitants, ils allaient à la rivière pour avoir de l'eau, et comme ils n'avaient aucune route ni escalier, ils escaladaient littéralement la colline pour pouvoir rentrer chez eux. Mais du coup, comment c'est devenu cet énorme quartier qu'on voit aujourd'hui, avec des maisons en dur et des routes absolument partout ?
Pour comprendre, je continue à me balader. Bon, je vois toujours aucun jeune de mon âge, que des adultes et des personnes âgées. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, est-ce que je peux vous déranger 2 secondes? Je fais un reportage sur le quartier de Trenel. Bah voilà. Mais ici, c'était pas comme ça. Vous pouvez me raconter un petit peu ou pas? Et c'est comme ça que je tombe sur Robert, qui lui va m'expliquer qu'en fait, il y a eu une personne en particulier qui a eu un rôle super important sur le développement du quartier. Vous avez quoi là, monsieur, dans... Là, le basilic, c'est pour faire du thé. Là, c'est la toumo et du citronnelle. Pour les médicaments? Ah oui. Ah, pour ça, on ne manque pas ça. Vous rentrez chez vous là, monsieur? Oui, je rentre pour faire à manger pour la femme. Ça vous dérange si je marche un petit peu avec vous ou... Mais non, pourquoi? C'est les voitures qui sont derrière vous. Ça, on traverse pas ça comme ça, non? C'est là où Aimé Césaire a fait. Il a fait le chemin, un grand chemin pour nous. Ah ouais. Il n'y avait pas de route ici avant? Ah non, la route est comme c'était tous les toits comme ça. C'était tous les toits, hein. Tous les toits, hein, la route. Et maintenant, on a fait agrandir, tu vois. Ouais. Ah. C'est Aimé Césaire qui a fait ça? Oh, bien sûr. Ah oui. Bon, je suis arrivé chez moi, je monte. Vous avez pas de voiture, monsieur? Non. Et vous avez quel âge? Hein? Et vous avez quel âge? 79. Ça va, c'est pas trop dur les escaliers? Oh, on est habitué avec. Ouais. Super. Ouais. Bon, on se voit la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Bye. Alors Aimé Césaire, c'est un des plus grands écrivains martiniquais, et il est surtout connu pour avoir participé à la création de la négritude. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Césaire, avec le temps, c'est vraiment devenu une figure très importante de l'histoire martiniquaise, parce que toute sa vie, il a dénoncé l'impérialisme européen. Et que ce soit à travers ses écrits ou son engagement politique, il a eu un impact énorme sur la vie des Martiniquais. Pour vous donner juste un exemple, Césaire, il était député et c'est lui qui a porté la loi de départementalisation de 1946. C'est cette loi qui a fait passer le statut de la Martinique de colonie à département français. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nos escaliers à Trenel? Et ben en fait, Césaire, il a aussi été maire de Fort-de-France de 1945 jusqu'en 2001. Et en fait, pendant son mandat, il en a fait énormément pour aider les habitants de Trenel. Bon, on y va. Ouais, c'est très bien. Je suis là. Je suis juste en bas, je vais monter dessus. Regarde là. Alors sur place, je rencontre un monsieur qui s'appelle Jocelyn qui accepte de me faire un petit peu visiter le quartier. Et lui, il va m'apprendre que Césaire, il venait tellement dans le quartier qu'un jour, il a décidé d'y installer le siège de son parti politique. Ici là, c'est le PPM. Le parti Box Martiniquais. C'est Aimé Césaire qui a, comment dirais-je, qui a fondé ça. Vous l'avez déjà vu, vous, ici? Oui. J'ai vu, oui. Comme je vous le disais, les premiers habitants du quartier ils se sont installés ici de manière un peu informelle. Et en fait, c'est la municipalité d'Aimé Césaire, déjà qui leur a permis de rester sur le terrain, et ensuite qui a construit toutes les routes et les escaliers qu'on voit aujourd'hui. Du coup, en général à Trenel, les gens ils gardent une super image de lui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé d'Aimé Césaire ici. Ah là là, c'était mon papa. C'est lui qui a fait tout ça pour moi. Les escaliers, c'est lui. Tout ce que vous voyez là, c'est lui. Ce gros boulot là, c'est lui. Le mur, c'est lui. Il a tout fait cet homme. Je le bénis même s'il est mort où il est. Ah là là, il a fait. Ah oui, il a tellement fait que je ne peux pas le décrire. Ah oui, un jour je lui ai dit, mon rêve c'était de vous donner la main. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je ne vais pas te donner la main, je vais t'embrasser. Alors là, j'étais heureuse. Et il m'a embrassée. Et les collègues, parce que je travaillais à l'école, et les collègues me disent, moi aussi. J'ai dit non, pas vous. Vous n'avez pas demandé. On rigolait, je rigolais. Ah, il était gentil, cet homme. L'histoire de Trenel, c'est donc avant tout l'histoire de personnes qui se sont battues pour pouvoir vivre dignement. Et franchement, quand je regarde autour de moi, je peux à peine m'imaginer le taf qui a dû être fait pour sortir ce quartier de terre. Sauf que maintenant, j'ai l'impression que les choses ont bien changé. Ouais, ici, on avait une cantine ici, une cantine générale, elle était fermée. Ici, là, il y avait... Ouais.
une cantine générale. En face, c'est une pâtisserie. Elle était fermée il y a quelques années quand même. Il y avait une boucherie là aussi, c'est fermé. Il y avait une boucherie là. Là, c'est fermé. Il y avait une boutique. Tout près là, c'est fermé aussi. Et ça fait quand même beaucoup de choses qui ont fermé dans un petit espace là. Ah oui, au fur et à mesure, hein. Ça fait au fur et à mesure, il ferme. C'est un quartier un peu calme, quand même. Maintenant, le quartier de Trenel, en fait, il a l'air presque vide. Il y a très peu de gens dans les rues, des maisons abandonnées un peu partout, mais surtout, tous ces commerces fermés. Quand je me rends compte de ça, je peux pas m'empêcher de me demander ce qui s'est passé. Figurez-vous qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 boutiques. Sur 400 mètres, hein. Et puis avec les hypermarchés qui sont, c'est vite fait, hein. Vous pensez que c'est à cause des hypermarchés qu'il y a dans les zones autour de Fort-de-France que les commerces y ferment aussi ici? Ah oui, si vous voyez, bon, il y a au moins sur Fort-de-France seulement, il y a au moins une quinzaine sous différents noms, mais avec le même propriétaire. C'est qui le propriétaire? Je vais pas dire le nom, c'est les Béquets, quoi, parce que c'est eux qui ont le monopole du pays. Moi, je suis pas contre les Béquets, mais c'est eux qui ont leur business. Mais c'est eux qui ont le monopole du pays. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est eux qui ont tout, les concessions de voitures, les concessions alimentaires et tout. Import-export, c'est eux. Mais alors, qui sont ces Béquets et est-ce que c'est vrai qu'ils possèdent tout en Martinique? Alors Béquet, c'est le nom qu'on donne aux descendants des colons esclavagistes. En fait, quand l'esclavage il a été aboli en Martinique en 1848, les esclaves ils ont été affranchis, mais les esclavagistes, eux, ils ont gardé le contrôle des exploitations agricoles. Et ça, c'est parce qu'à l'époque, la France a décidé de les dédommager dans le but, je cite, de préserver ses intérêts économiques dans les colonies. Les Béquets, ils ont donc reçu de l'argent et des terres de la part de l'État français, ce qui a permis à certains d'entre eux de s'enrichir massivement. Aujourd'hui, on estime que les Béquets représentent moins d'1% de la population martiniquaise, pourtant ils posséderaient près de 50% des terres et 90% de la filière agroalimentaire. Et pour vraiment comprendre quel impact ça peut avoir sur les petites boutiques à Trenel, je décide d'aller voir une des dernières commerçantes du quartier. Bonne journée, au revoir. Au revoir. L'épicier était à ma mère, mais entre-temps elle est décédée, j'ai pris la relève, mais c'est pas évident, hein. Depuis ce matin, je crois qu'il y a eu 3 clients. Ils ouvrent à 7 heures. Donc là, ça fait 4 heures. Donc les clients me disent, ah, c'est cher, c'est trop cher. Comme je leur dis, c'est pas de ma faute. J'achète cher, aussi obligé d'augmenter. Mais moi, nous vous l'avez aidé. À 50 centimes. Vous venez souvent faire vos courses ici, monsieur? Pour dire la vérité, c'est lorsque j'ai raté quelque chose de très important. Ça dépend beaucoup de beaucoup. La preuve, regardez. J'ai un peu raté les yeux. Ok, mais bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Okay, bonne journée. Vous avez des bons points, hein? Ça vous embête pas, vous? Il faut accepter. Faut accepter. La majeure partie des commerces du quartier s'est fermée. Et apparemment, je suis l'une des dernières. Je ne vais pas tarder à laisser aussi. Hein. J'ai des personnes qui prennent la relève. Hein. Une fois que je ferme, c'est fini. Hein. Le quartier, il n'y a plus de clients, plus d'épicerie. Hein. Ce que je comprends avec cette commerçante, c'est que c'est vraiment le coût de la vie qui pousse les commerçants à fermer. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en Martinique, les prix ils sont super élevés. Selon l'INSEE, l'alimentation elle coûte en moyenne 40% plus cher ici qu'en France hexagonale. Mais alors, est-ce que ça, c'est lié aux Béquets et à leur rôle dans l'économie martiniquaise? Ici, pour être clair, pour beaucoup de gens, la question elle se pose même pas. Les Béquets ils profiteraient de leur position sur le marché pour gonfler leurs marges, et notamment Bernard Ayotte, dont le groupe est présent dans plusieurs secteurs du marché martiniquais. Mais pendant longtemps,
Bah tout ça c'était difficile à prouver. L'autorité de la concurrence, elle a été saisie plusieurs fois sur ce sujet, mais elle a jamais affirmé que c'était à cause des marges des distributeurs que les prix étaient plus élevés en Martinique. Le groupe Bernard Ayotte, lui, il s'appuie là-dessus, il dit que ces rapports auraient confirmé que les niveaux de marge étaient comparables à l'Hexagone, et donc en gros les différences de prix, elles s'expliqueraient entièrement par d'autres facteurs. Lui, il met en avant les frais d'approche, c'est-à-dire en fait le coût de transport des importations. Sauf qu'en 2025, il y a un journaliste de Libération qui s'appelle Emmanuel Fansten qui a publié cette enquête. Vie chère aux Antilles, les profits suspects du groupe Bernard Ayotte en Outre-mer. Il explique qu'il a eu accès à des dizaines de documents internes au groupe Bernard Ayotte, et selon lui, ces documents mettent en lumière l'ampleur de ses bénéfices réels. Lui, il a pu consulter les documents de la branche automobile du groupe et il écrit « Les tendances qui en ressortent sont édifiantes. Les concessions de GBH réalisent une marge nette comprise entre 18 et 28%, soit 3 à 4 fois celle pratiquée en métropole. » Contrairement aux affirmations de la multinationale, les frais d'approche ne permettent pas d'expliquer pourquoi les voitures vendues par ces concessions ultramarines s'affichent jusqu'à plus de 45% plus chères qu'en métropole. Bon, en tout cas maintenant j'ai l'impression de mieux comprendre pourquoi tous les petits commerces ferment à Trenel, et d'ailleurs en fait c'est aussi en partie pour ces raisons que les jeunes quittent le quartier. Et ça je le sais parce que après plusieurs jours de tournage à Trenel, j'ai enfin rencontré une jeune. Elle s'appelle Solène et elle a accepté de me parler un peu de sa vie. J'ai 24 ans et je vis à Trenel depuis toujours, depuis que je suis née. Donc toi Solène, t'habites encore à Trenel? Oui. T'habites toute seule? T'habites où? Alors j'habite dans la maison familiale, on va dire, avec ma mère et ma grand-mère. Voilà. Alors j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur elle et sa vie ici, mais en fait très vite, Solène elle me dit qu'elle aussi elle a envie de quitter le quartier. Et c'est quoi qui te donne envie de partir? Déjà que j'ai envie on va dire de construire ma vie. Quand je suis à Trenel, je suis chez moi, je dors, je mange, je bois, je vais au travail. Mais c'est vrai que non, je participe pas à la vie du quartier. Donc voilà, je sais pas s'il y a une vie. En fait, Solène, avec le temps, elle a vu presque tous ses amis d'enfance quitter le quartier. Et c'est d'ailleurs le cas de son ami Lindsay qui est venu la voir aujourd'hui. En quittant Trenel, je me suis dit oh, je vais quitter mon quartier. J'ai toujours voulu habiter à Trenel. C'est vrai que maintenant j'habite Didier et j'aime bien aussi là où je suis, mais je sais que j'ai toujours voulu habiter Trenel. Je me voyais pas partir du quartier. Ça a été compliqué de sortir du quartier. En quittant Solène et Lindsay, je tombe sur un groupe d'hommes qui boivent un verre et je leur demande si je peux me poser avec eux. Ça qui vient par l'autre là. Tout le monde là. En bas là. Une baie qui est cassée, non? C'est ça. Et Jackie, t'es né ici toi? Je dis que je suis né à Trenel. À Trenel. Je trouve que ça a changé depuis que t'es petit ici. Ah oui, énormément. Ah ouais, beaucoup. Énormément. Mal. En mal. Pas bien, c'est en mal. Moi là tu vois j'ai rencontré des jeunes qui ont quitté le quartier. Pourquoi tu penses qu'ils partent de Trenel ces gens-là? C'est pas Trenel seulement, hein. Il n'y a pas que Trenel, hein. C'est tout le pays. C'est tout le pays. Tu vas aller au Lamentin, tu vas aller au Beaumont, tu vas aller à Ducos, partout. Les jeunes qui quittent le pays puisque c'est fait pour, le travail est fait pour. Un exemple, quelqu'un qui fait des études tout et tout, il est obligé de partir en France pour aller finir ses études. Et imagine-toi que quand la personne arrive en France, il voit la vie qu'il y a en France. Tu dis que la personne doit revenir ici, dans la vie chère qu'on a là, il n'y a pas de travail ici, alors qu'en France, il peut trouver un travail facilement? Eh bien non. Hein. Au moment où je termine cette interview, il commence à faire nuit, alors je rentre chez moi. Mais j'avoue que je cogite quand même pas mal sur ce que m'a dit Jackie, donc quand je rentre, je fais un peu de recherche, et je me rends vite compte qu'effectivement, le problème dépasse largement Trenel. Je lis qu'entre 2015 et 2019, 26% des Martiniquais de 15 à 29 ans n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et ça, c'est 2 fois plus qu'en France hexagonale. Il y a donc énormément de jeunes qui sont obligés de quitter la Martinique, soit pour suivre des études qui existent tout simplement pas sur leur île, soit pour trouver du travail. Le phénomène, il est tellement important qu'en 2022, la Martinique c'est devenue la plus âgée de toutes les régions françaises. Alors à Trenel, il y a encore des gens qui continuent à se battre pour leur quartier. Il y a notamment une dame qui s'appelle Dominique, que j'avais rencontrée en début de tournage et à qui j'avais promis que je viendrais filmer dans son petit bar associatif. C'est bien c'est une petite association, même temps, on a des petites boissons. Ça c'est le rouleau où on embauche la lumière et puis ça monte chez moi.
Ça veut dire que c'est votre électricité qui alimente ici? Oui. La mairie n'a pas encore mis la lumière pour nous. Il m'avait dit cette année, ils allaient mettre pour moi. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de branchement. Plusieurs années, c'est comme ça. C'est quoi en fait? C'est un canon de bambou. C'est le feu d'artifice local en Martinique. C'est une tradition des ancêtres perpétuée de génération en génération. Et ça, je perpétue. Attention au visage. C'est l'heure pour moi de quitter Trenel. J'espère que vous avez aimé entendre toutes ces personnes vous raconter leur histoire et que ça vous a permis de comprendre un petit peu certains enjeux qu'il y a dans ce quartier. Si vous aimeriez voir d'autres reportages comme celui-ci en Martinique, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous intéresserait et n'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner pour pas les rater. D'ailleurs, si ce genre de format vous intéresse, vous pouvez aller voir ma première vidéo que cette fois-ci j'avais tournée en Guyane. Mais alors, comment ces personnes ont-elles pu se retrouver en Amérique du Sud à 6000 km de chez eux? Et surtout, pourquoi ici? Pourquoi cacher? Et si vous l'avez vu, je vous remercie beaucoup parce qu'elle a reçu un accueil super chaleureux, je dois dire, je m'y attendais pas vraiment. Voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.